Merci à Fatou Koulibaly, Fatou Fofana pour cette première session de l'information. Et j'ai envie de vous inviter, amis téléspectateurs, à nous retrouver à partir de 21h, bien sûr, toujours sur RTI 1, pour cette émission RTI 1 reçoit le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, monsieur le ministre Nyomien Kono, ce soir à 21h, et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Brice Delagneau est toujours avec nous. Avec lui, on parle des gestes éco-citoyens, ou si vous préférez, les éco-gestes, n'est-ce pas? Brice Delagneau, on fait rapidement le point de ce que nous avons dit avant le journal, bien sûr. Alors, nous avons dit simplement qu'il faut que nous développions un sentiment d'éco-citoyenneté, donc à travers des gestes écologiques ou des éco-gestes. Donc, l'un de ces éco-gestes-là, il faut par exemple assurer la gestion donc, des déchets au bureau, à travers donc, la gestion du papier, à travers l'utilisation rationnelle des cartouches d'encre. Nous avons également parlé également des lumières qu'il faut éteindre et puis également la gestion des déchets à travers les tri. Et puis, ce par quoi je vais terminer, ce sera donc au niveau même de nos appareils électroménagers. Aujourd'hui, de plus en plus, la technologie nous permet d'avoir vraiment des appareils qui soient moins énergivores. Donc, il est important de savoir les choisir également. Pardon, ce thème énergivore. Voilà, donc qui consomment moins d'énergie. Hein. Qui consomment moins d'énergie. Donc, parce qu'il faut savoir qu'un appareil qui est énergivore, c'est un appareil qui consomme beaucoup d'énergie. Donc, nos appareils maintenant avec la technologie sont moins énergivores. Donc, il faut vraiment savoir comment les reconnaître. Donc, quand vous partez acheter un appareil électroménager, il faut chercher à savoir de quelle classe cet appareil-là est. Si vous prenez la classe A, A+, ou A++, c'est une gamme d'appareils qui consomment moins d'énergie. Donc, c'est aussi l'occasion aussi d'informer aussi nos amis de ne plus aller vraiment à Djamé chercher les fonds au revoir. Parce que les fonds au revoir, on a l'impression que c'est moins cher. Attendez, c'est une affaire de bourse aussi. Non, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que vous allez payer moins cher l'appareil, mais vous allez payer cher la facture d'électricité après. Parce que ce ne sont pas des appareils qui durent longtemps. Donc la garantie, ça va être peut-être 1 mois maximum. Et puis au bout de 6 mois, votre machine commence à tomber en panne. Vous êtes obligé encore d'appeler le réparateur. Mais quand vous allez faire la sommation de toutes ces dépenses, vous allez vous rendre compte que le mieux, c'était d'aller payer un appareil neuf. D'accord, je ne veux pas m'ériger en défenseur d'Adjamé, même si je suis celle-là même qui a fait une partie de son enfance à Adjamé. Il faut simplement dire que nous devons faire attention aux appareils que nous utilisons. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de contrefaçons sur le marché, que ce soit à Adjamé, Koumassi, Port-Boué, Marcory, Treichville, un peu partout. Il faut simplement faire attention à ce que vous achetez, c'est cela. Absolument. Voilà. Absolument. Et puis, utiliser des appareils qui consomment moins d'énergie, mais savoir aussi les utiliser à la maison pour ne pas, par exemple, laisser l'appareil allumé 24 heures sur 24. Par exemple, au niveau des frigos, il faut arriver à un moment donné, il faut débrancher le frigo pour dégivrer un peu parce qu'on a l'impression que voilà, ça doit rester branché 30 jours sur 30. Mais non, à un moment donné, il faut laisser le frigo même se reposer un peu, essayer d'enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur, laver, puis remettre dedans. Ça vous replante. C'est important en fait. Vous avez, par exemple, quand vous avez votre voiture, vous roulez la voiture jusqu'au soir. Mais quand vous prenez la voiture le matin, vous avez l'impression qu'il y a un peu de tonus que la voiture reprend. C'est un peu ça. Apprenons à donner un peu de temps à nos appareils, même si nous savons bien que c'est du matériel, mais laissons ce matériel-là se reposer un peu. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment très important. D'accord. Conclusion concernant les éco-gestes. Mais ce que je vais dire, c'est que ce sont des gestes vraiment qui vont rentrer petit à petit dans les mœurs. Mais il faut déjà commencer par accepter d'abord de s'engager dans cette voie-là. Mais tout le monde y gagne. Vous allez y gagner en termes de réduction des dépenses. Vous allez y gagner en termes de réduction de temps, etc. Donc c'est très important. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment s'engager dans ce processus-là, mais peut-être qui ne savent pas comment s'y prendre, pouvez-vous également nous contacter. Nous faurons le plaisir de les accompagner. De les aider. Ouais. Et en parlant bien sûr de ces gestes qui arrivent tout doucement, la semaine dernière, il y a eu un événement concernant le fait d'éteindre la lumière. Comment ça s'est passé? Il faut dire qu'on a été très très heureux parce que l'événement a été quand même un succès de notre côté. Parce qu'il faut savoir que c'était F-Hour 2013. Et Oroké, si ce que nous permet de voir quelques là, images. Nous sommes en train de voir, ça c'est le campus, le campus de l'Université de Cocody. Donc c'est un peu les lumières. Mais là, on a été quand même un peu dessus parce que le vice-président de l'université a donné des instructions très fermes à ses collaborateurs d'éteindre les lumières donc, à 20h30 exactement. Malheureusement, ça, vous voyez, c'est la cité universitaire. Non, ce n'est pas la cité universitaire. La cité
des étudiants. Donc, il n'y a pas d'étudiants à l'intérieur, mais les lumières sont toujours allumées. Et nous avons vraiment fait le plaidoyer pour qu'on puisse les éteindre également. Voilà, donc ça, c'est également donc, les différentes chambres que vous voyez là-bas. En fait, c'est aussi un appel. Hein. Il n'y a personne dans les Voilà. bureaux, Dans les personne bureaux, dans voilà, il les y a classes, personne. dans les chambres, Donc, et tout reste allumé. voilà. Et Voilà. donc, c'est vraiment un peu déplorable. Donc, mais malheureusement, nous avons quand même compris qu'il y avait, voilà, donc nous avons commencé le FAOS, donc c'était la procession des lumières, donc le candlelight. Donc ici, le sens de cette procession, c'est vraiment de dire qu'il y a encore de l'espoir pour sauver la planète. Donc cet espoir-là, nous avons partagé avec chacun de ceux qui étaient présents, donc pour dire qu'à notre niveau, nous devons nous-mêmes nous engager dans un processus qui puisse vraiment nous permettre de pouvoir avoir des gestes Mais éco-citoyens. là, ils ont éteint. Hein. Oui, là déjà, Ils oui, ont là, éteint oui, ils ont quelques éteint déjà, lumières, voilà, c'est ils ont vrai éteint que c'est quelques pas... lumières. Oui. Et puis on a commencé la procession, donc pour montrer un peu notre engagement à la lutte contre le réchauffement climatique. Éteignons les lumières pour voir notre planète autrement, Voilà. c'est ça. Et c'était vraiment formidable. Et puis il faut dire aussi que nous avons quand même eu des personnes qui nous ont appelés, qui nous ont dit, bah, écoutez, on ne pourra pas être présent, mais on va faire le geste à la maison. Mais pour nous, le plus important, c'était vraiment ça. Vraiment d'amener les gens à comprendre qu'il y a un comportement qu'il faut adopter désormais. Et au passage, je voulais vraiment dire merci. Merci vraiment à la Direction générale de la RTI qui nous a vraiment permis. Ah, ça. Oui, qui nous a permis. Et ça, je vous le dis, c'est grâce à la Direction générale de la RTI. Parce que l'émission que nous avons faite ici, le mardi, lorsque nous l'avons postée sur YouTube, c'est à partir de cette émission que nous avons été contactés par FAO Global. Et on a le bonheur et le plaisir de vous annoncer également qu'on a été nommé FAO Country Manager. Donc, nous avons en charge de gérer la Côte d'Ivoire. Mais en 2014, nous allons également... Gérer comment la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire de perpétuer donc, cette tradition en Côte d'Ivoire ici. Donc, amener les gens à pouvoir éteindre les lumières, ne pas seulement attendre le FAO officiel, mais de temps en temps inciter les personnes donc, à éteindre les lumières. Et puis, nous allons également participer également à l'organisation pour l'Afrique de l'Ouest. Et puis, je tiens également à dire aussi merci à la direction de la production et puis à toute l'équipe des Matins Bonheur. Donc, vous y compris la réalisatrice, les cadreurs, tout le monde. Vraiment, vous avez soutenu cet événement. C'est vraiment très important. Je tiens également aussi à dire merci à la direction générale de la police qui a vraiment on a adressé le courrier. On a eu une réponse. Les policiers sont arrivés pour encadrer la marche. C'était vraiment important pour nous. Et puis, je voulais vraiment dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est pas souvent qu'on le dit, mais on a été appelé par un membre du gouvernement qui a requis l'anonymat, qui nous a encouragés donc, dans notre démarche. Donc, ça veut dire que ce que nous faisons, c'est un processus que nous avons enclenché. Nous avons voulu vraiment qu'il y ait ce déclenchement-là en chacun de nous pour que ce comportement éco-citoyen que nous sommes en train de promouvoir là puisse être vraiment une chose qui puisse nous aider de temps en temps à faire un clin d'œil à l'environnement. Donc, nous disons merci à tous les bénévoles de l'ONG, à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin, à tous ceux qui nous ont permis d'avoir de l'eau, des jus, etc. C'était formidable, on était très contents et tous nos amis qui sont mobilisés sur les réseaux sociaux, on leur dit vraiment merci. Et tous ceux également au-delà de nos frontières qui ont accepté donc d'éteindre les lumières, nous vous disons vraiment merci. Et nous pensons que les jours à venir, avec les autres activités, nous allons vraiment compter également sur votre disponibilité. Merci, Monsieur Brice Delegno. Et puis moi, j'ai simplement envie de vous demander de ne pas nous oublier lorsque vous serez entre deux avions pour faire le point concernant l'environnement en Côte d'Ivoire. Non, mais ça fait plaisir de voir que le message porte et que plusieurs Ivoiriens sont touchés aujourd'hui par les, j'ai envie de dire, éco-gestes. Comment faire pour protéger notre planète parce qu'au fur et à mesure, malheureusement, notre environnement est en train de se dégrader. Et je pense que cela dépend de vous, amis téléspectateurs, de nous aussi. Chacun de nous a un rôle important à jouer pour protéger notre environnement. On était avec Monsieur Brice Delegno, président de l'ONG Amistad. Il est aussi consultant en développement durable. Bonne journée, monsieur, et puis peut-être à la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie. Pardon, autant pour moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Mais je pense qu'avec ce petit chat dans la gorge, j'ai la solution à côté de moi dans la mesure où il est temps à présent de recevoir un médecin en la personne de Dr Akoto Augustin. Il est médecin pneumologue, président de la commission économique et financière du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Docteur Akoto, bonjour. C'est cela, bonjour. Permettez-moi de faire un bond quelque chose. Pardon, merci. Et cela tombe bien dans la mesure où nous parlons de l'asthme aujourd'hui. Oui, ça tombe bien, on parle de l'asthme et merci à toute l'équipe et à vous-même. Merci à la direction de la RTI. Merci. Je suis arrivé pour représenter le syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire pour parler d'une maladie aussi importante que l'asthme. L'asthme qui met le souffle de vie en danger. L'asthme qui est une maladie pour la vie. C'est une maladie qui ne se soigne pas, mais c'est les crises qui se soignent. Alors, quelle est l'ampleur
donc de la situation de l'asthme dans notre pays. Oui, depuis 1988, on a observé que 8% de la population souffrait d'asthme, mais en l'an 2000, on s'est rendu compte que 19%, le chiffre a augmenté, et passant à 19%, et que ça devient alors un problème de santé publique qui mérite d'avoir un programme de prise en charge de ces malades qui sont de plus en plus nombreux, et c'est la population active de moins de 30 ans qui est le plus concernée. C'est les élèves, c'est les étudiants, c'est les personnes qui n'ont pas d'emploi qui se présentent à notre consultation de pneumologie pour asthme. Un quart de notre population en consultation de pneumologie sont des asthmatiques et 5% des lits d'hôpitaux en pneumologie sont occupés par les asthmatiques. Les asthmatiques. Voilà, donc c'est une population qui n'a pas beaucoup de moyens. L'asthme, c'est une maladie qui coûte cher pour la prise en charge et ça mérite que l'on en parle et surtout qu'on parle aux asthmatiques pour qu'ils sachent comment il faut se prendre en charge eux-mêmes avec les moyens de l'État et avec l'appui des médecins généraux de la santé publique et des médecins privés. Allons-y, docteur. Et c'est ça l'ampleur. La situation dans notre pays, c'est une situation alarmante. Et c'est d'autant plus que la pollution gagne du terrain et que l'atmosphère aussi change et que les moyens sont de plus en plus difficiles voilà, dans cette tranche de population. Et surtout, nous voulons parler pour l'entourage, l'environnement des asthmatiques, pour comprendre l'absentéisme scolaire que ça génère et comprendre l'absentéisme au travail, que ça génère. D'accord, docteur. Voilà. Docteur Akoto, avant de parler des différentes formes de prise en charge, comment les populations non médicinales peuvent, sinon non médicales, peuvent détecter l'asthme chez une personne? Alors, est-ce que c'est la façon de tousser, c'est la façon de respirer? Comment on peut dire, attention, il y a l'asthme qui pointe son nez? Oui, l'asthme, c'est une maladie facile à diagnostiquer. Il y a quatre signes cardinaux, j'allais dire, mais dès qu'il y a un des signes, il faut déjà commencer à prendre ses dispositions. Les 4 signes sont, en premier lieu, c'est la toux. C'est une toux sèche, c'est une toux répétée, c'est une toux plutôt nocturne, mais parfois matinale, qui réveille l'asthmatique et qui fait commencer déjà le deuxième signe, le deuxième signe qui est la douleur thoracique. La douleur au niveau de la poitrine, de bien la sûr. poitrine, il se sent opprimé, il a l'impression qu'on l'étrangle. Et donc, le troisième signe, c'est la dyspnée, c'est le gêne respiratoire, c'est l'étouffement. L'air ne pénètre pas, puisque au niveau des bronches, là-bas, il y a un bronchospasme, c'est une constriction des bronches, c'est-à-dire les bronches qu'on a, tout l'arbre respiratoire jusqu'aux alvéoles sont bouchés. Et donc, l'air ne pénètre pas, il y a soif d'air, l'enfant a soif d'air, le asthmatique a soif d'air, et il contracte les muscles abdominaux pour pouvoir pousser la respiration pour évacuer l'air qui est emprisonné et qui est nocif, voilà, et qui n'est pas renouvelé. Et le quatrième signe, donc, c'est le sifflement. C'est le sifflement, la respiration siffle parce qu'il presse pour l'expiration alors que les tuyaux de canalisation d'air sont bouchés ou presque bouchés, et il est en proie à l'hypoxémie, c'est-à-dire le manque d'oxygène pour les cellules, mais surtout pour les cellules cérébrales, et l'asphyxie. Il est menacé d'asphyxie et de mort pendant la crise. D'accord, mais en dehors de ces signes, est-ce qu'il y a d'autres signes? Parce qu'aussi, on peut avoir quelques signes et puis ne pas forcément avoir l'asthme aussi. Si, l'asthmatique, oui, il y a des signes. Les équivalents de l'asthme, c'est la rhinite. La rhinite obstructive ou claire, des fois, ça se répète. C'est surtout dans la répétition qu'il faut commencer déjà à s'inquiéter. C'est des signes d'allergie, il faut commencer déjà à s'en occuper dès qu'il y a ces signes-là. C'est un équivalent de l'asthme.
Il y a la sinusite, il y a l'eczéma, il y a beaucoup d'autres signes qui sont des équivalents d'asthme dont il faut qu'il faut prendre en charge déjà pour pouvoir maîtriser la maladie. D'accord. Tout compte fait, dès qu'on se met à tousser, qu'on a du mal à respirer, si vous avez quelqu'un auprès de vous qui présente ces quelques signes, vous êtes prié de vous rendre à l'hôpital. Le médecin seul est habilité à vous dire de quoi vous souffrez. Ça peut être l'asthme, ça peut être la rhinite, ça peut être beaucoup de choses, mais ne faites pas vous-même votre diagnostic, allez directement à l'hôpital. Alors, docteur, vous étiez en train de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Oui. Vous avez dit quand on est atteint de l'asthme, il faut comprendre que c'est une maladie qui est à vie. On ne soigne pas l'asthme, mais plutôt les crises. Oui, on ne guérit pas l'asthme, il faut se méfier des propagandes mensongères. C'est comme l'hypertension, c'est comme la drépanocytose, on ne guérit pas de cela. Mais on soigne les crises et il faut s'acharner à les soigner et à s'acharner à connaître les signes préventifs, les signes avant-coureurs de la crise, et puis courir à la crise pour éteindre la crise et puis éviter les complications de l'asthme. Parlez-nous donc de ces signes qui annoncent une crise asthmatique. Bon, l'enfant est en train de jouer et puis tout d'un coup il s'arrête. Il est dans son petit coin, il commence à se frotter le nez, il a une conjonctivite, il commence à tousser, à gratter la gorge et puis il commence à tousser. Cet enfant-là, le maître ou la maman doit commencer à s'inquiéter pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc la crise d'asthme est déjà là. On peut ne pas avoir le sifflement, on peut ne pas avoir l'étouffement, mais il faut déjà prendre des mesures d'urgence et conduire l'enfant vers le médecin pour faire le diagnostic avec les éléments cliniques qu'il a à sa disposition et puis les éléments paracliniques qu'il a à sa disposition pour pouvoir faire le diagnostic rapidement et éteindre la crise pour qu'elle soit courte, pour qu'elle soit moins forte, pour qu'on traite la cause de la crise, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans la crise, l'avènement de la crise d'asthme. Plus les crises sont espacées, et plus agréable est la vie, le confort respiratoire est très important, et puis plus longue est la vie. Quels sont donc les facteurs qui entraînent les crises et comment les éviter? Ils sont très nombreux les facteurs. On va en citer quelques. Oui, quelques-uns. Bon, chez nous, le plus important, c'est la pollution atmosphérique, c'est la poussière. Okay. C'est la poussière, c'est la pollution atmosphérique. C'est dans cette poussière que se trouvent les allergènes, plusieurs allergènes qui vont déclencher la constriction des bronches, c'est-à-dire la fermeture des bronches, et endiguer l'entrée de l'air dans les alvéoles, où il doit y avoir l'échange entre le sang et l'air, l'échange de gaz carbonique qui va sortir, et puis l'oxygène qui va rentrer dans le sang pour alimenter les cellules. Mais où il va y avoir aussi l'épuration, la fonction d'épuration pour dégager tous les déchets au niveau de l'arbre pulmonaire qui est ouvert à la nature par les narines et par le nez. D'accord. Et surtout, pour les téléspectateurs qui nous ont suivis la semaine dernière, on a présenté l'appareil pulmonaire. Combien de fois important pour notre bien-être? Très important et très puissant dans le nettoyage, dans l'épuration de l'organisme. C'est cela, avec le cœur qui récupère l'oxygène fabriqué par l'usine des poumons et puis qui va véhiculer tout l'oxygène à travers l'organisme et qui va ramener les déchets au niveau du poumon pour être évacués par la bouche. C'est cela. Donc, ces allergènes, c'est-à-dire la poussière, la fumée, les gaz, l'environnement. L'odeur de la peinture aussi, peut-être des produits chimiques? La peinture, les produits chimiques, cafards, les souris. Les chats, les chiens? Les chats, les chiens, le poil des chats et puis les chiens sont des allergènes puissants pour les asthmatiques. Il faut éviter. Même les fleurs naturelles dans la maison, il faut éviter. La maison de l'asthmatique, il ne faut pas le balayer.
Il ne faut pas la balayer parce que vous allez soulever la poussière. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut pousseter les fauteuils, les mettre au soleil une fois par semaine, par exemple, les literies, pour tuer les acariens. Les acariens sont des petites bêtes, et puis il y a la moisissure. Donc la douche de l'asthmatique, il faut laisser ouvert, les placards, il faut les ouvrir. Il faut laisser l'air circuler, en fait. L'air circuler pour que la moisissure ne se forme pas, parce que c'est dangereux pour l'asthmatique. L'asthmatique, c'est quelqu'un d'affectif, c'est quelqu'un qui consomme beaucoup d'affection. Il ne faut pas le contrarier. Et pourquoi? Ça concourt à la... Oh là là, on a des asthmatiques dans cette maison, docteur, Oui. et là franchement, vous leur donnez l'occasion de nous mettre en difficulté dans des situations, c'est des enfants sérieusement. qui aiment qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'occupe spécialement d'eux. Ah. C'est des enfants qui ne sont pas gourmands parce que quand ils font leur crise, ils ont besoin des muscles abdominaux pour aider à l'expiration. Et en ce moment-là, le cerveau réagit pour inhiber l'appétit. Donc ils grignotent, ils ne mangent pas, mais dès lors qu'on s'en occupe, ils se développent, ils grandissent et on ne voit plus apparaître les signes de complications comme les déformations, les bosses, les kyphoscoliose, la déformation de la colonne vertébrale sur laquelle s'appuie le poumon. Bien sûr. Et puis la cage thoracique lui-même qui est en tonneau, le cou qui rentre dedans. Enfin, c'est affreux. Un enfant qui a souffert d'asthme et qui n'a pas été bien pris en charge, il se développe mal, il grandit mal et il porte des déformations qui vont porter frein à la longévité parce qu'il va entrer en insuffisance respiratoire chronique et puis ce sera l'asphyxie. En parlant de ces formes de déformation, on arrive aux complications de l'asthme. Aux complications de l'asthme, voilà. Les complications de l'asthme, là, c'est une maladie qui se soigne. Et la crise peut, avec ou sans traitement, disparaître, mais plusieurs crises à la fois qui se succèdent mettent en danger le pronostic vital de l'enfant ou bien de l'asthmatique. Il faut dire qu'il y a plusieurs étapes. Il y a des asthmes, des étapes où la crise aiguë peut être soignée spontanément ou de façon automédiquée, mais il y a la crise de fond qui est là que le médecin doit suivre. Là, sur quoi on doit mettre l'accent, c'est surtout la prise en charge de l'asthmatique. Il faut qu'il voie son médecin, qu'il le voie même sans la crise pour anticiper sur la crise prochaine et faire des traitements préventifs de son asthme. Parce que chacun a son asthme, chacun a ses allergènes. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on recrute, on devient polyallergique. Et ça devient compliqué pour faire la désensibilisation. On peut désensibiliser pour 1 allergène, 2 allergènes, 3 allergènes. Mais quand ça devient beaucoup, c'est difficile. La complication majeure, c'est l'état de mal asthmatique qu'on disait. C'est le lieu de dire que nos hôpitaux, nos centres doivent être dotés d'oxygène et de chambres d'inhalation, de nébulisateurs, des appareils où on mélange des produits et puis aussi des produits pharmaceutiques pour venir à bout de la complication de l'asthme, qui est l'état de mal asthmatique, et puis le coma. Il y a la réanimation et tout ça, ça coûte cher. Puisque 3 jours d'hospitalisation dans nos services publics coûtent 100 000 francs à l'asthmatique. Voilà. En Europe, c'est 1 million par mois que l'asthmatique dépense par an. C'est énorme. 1 million par an par asthmatique. 1 million de francs CFA ou CFA, en de euros? francs CFA. Ah d'accord. Lui dépense, sans compter que la sécurité et tout ça prend en charge une partie. Ici, chez nous, dans le privé, ça peut coûter plus de 100 000 francs les 3 jours d'hospitalisation et puis la réanimation. D'accord. Coûte effectivement cher et il n'y en a pas partout. D'accord. Ce qu'il faut faire. Vous étiez en train de parler des enfants tout à l'heure, un enfant qui n'est pas pris en charge, c'est compliqué. Et c'est-à-dire qu'on a l'asthme depuis petit. Quand on est grand, on ne peut pas être touché par l'asthme. C'est une maladie génétique, c'est un héritage. On peut être asthmatique sans jamais
faire des crises. Ah, Et d'accord. puis lors Donc on d'un peut être un événement, asthmatique ignorant en fait, on ne sait pas qu'on a la oui, maladie. et puis un jour, lorsque vous voulez bricoler avec la peinture, et vous vous exposez à la peinture, boum, la crise éclate et puis D'accord. on découvre que vous êtes asthmatique. D'accord. Mais on peut commencer à faire des crises depuis la naissance, depuis le premier souffle, et puis continuer d'être asthmatique jusqu'à un certain moment, et puis ça peut s'arrêter, les crises, mais l'asthme n'est pas parti. On est asthmatique, on meurt asthmatique, il ne faut pas mourir de complications d'asthme. D'accord. Ouais, c'est pourquoi la prise en charge doit être très pointilleuse et très sérieuse. Et comme on sait qu'on peut mourir d'une crise d'asthme, dites-nous docteur, quand on est à côté de quelqu'un qui est en pleine crise asthmatique, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles devraient être nos premières réactions? Et généralement, c'est la première réaction avant d'atteindre le médecin, c'est de prendre le médicament que le médecin a conseillé en cas de surprise, parce que ça vient la nuit, ça peut venir le week-end. Donc, les bêta-2 mimétiques, c'est des produits qu'on appelle bêta-2 mimétiques en spray. Vous avez un appareil ce matin? Voilà, donc c'est des produits qui délitent voilà. Pour ne pas faire de publicité, je ne dirai pas le nom Non, ça. C'est pourquoi je dis bêta-2 mimétique. Exactement. Les asthmatiques, quand ils voient ça, ils savent. Hein? Ils savent, ils se promènent avec, ils ne vont pas, c'est leur âme. Voilà. Dans le sac à main, dans la voiture, à la maison, un peu partout. On met ça un peu partout parce qu'on ne sait jamais. Mais cet appareil-là, il est grand, docteur? Oui, c'est la chambre d'inhalation que chaque asthmatique devait avoir, mais surtout les enfants qui ne savent pas inspirer fort. Ah, d'accord. Ça leur permet, lorsqu'on délite une pression, on a une quantité de médicaments qu'ils respirent doucement pour économiser. Donc, en plus du médicament, on doit avoir cet appareil-là, surtout pour les enfants. Oui, surtout pour les enfants. Oui, vous plaquez ça et vous faites ça, et puis vous libérez les bronches, ils respirent mieux, et puis vous accompagnez chez son médecin pour faire le diagnostic de la crise aiguë. Et puis faire surtout le diagnostic étiologique. Pourquoi il y a eu cette crise? Parce que les causes ne se ressentent pas chez le même asthmatique. Voilà. Et puis la prise en charge peut différer selon l'intensité de la crise et puis selon le rapprochement des crises. Les crises de fond, etc. On peut être amené à l'hospitaliser. Voilà. D'accord, docteur. Alors, on va mettre un point final à notre rencontre d'aujourd'hui. Que peut-on dire comme conclusion concernant l'asthme? Comment fait-on aujourd'hui pour bien vivre avec son asthme? Bon, d'abord, il faut dire que des recherches sont en cours. Et bon, aussi bien chez les praticiens, on a isolé quatre plantes qui sont efficaces pour l'asthme, mais il faut les mettre au point et puis voilà, éviter de dire qu'un médicament soigne plusieurs maladies. Bon, voilà. Il faut savoir que l'asthmatique a besoin d'être aidé, d'être aidé par la société et par les médecins. Il faut que tout le monde, on n'a pas besoin d'être médecin pour faire le diagnostic de l'asthme. Il faut que la société y pense et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est cela. C'est pourquoi le syndicat a voulu mettre à disposition du grand public les moyens de compréhension de la maladie asthmatique et puis inciter la population à aller vers les dispensateurs de soins pour pouvoir mieux faire le diagnostic avec les appareils que l'État doit mettre à leur disposition. Voilà. Et puis prendre en charge convenablement l'asthme pour que l'asthmatique puisse vivre avec son asthme et vivre longtemps. Moi, particulièrement, mon père a été asthmatique. Et vous-même? Il est décédé, non, il est décédé à 115 ans. Avec l'asthme? Avec l'asthme. On peut vivre longtemps, aussi longtemps que possible, mais il faut qu'on prenne en charge l'asthme. Voilà. Généralement, ça saute une génération, de père en petit-fils. Voilà, donc, c'est bien de le préciser parce qu'il y a des enfants qui ont l'asthme et puis les parents qui disent « Mais moi, je n'ai pas l'asthme, comment il a fait ?» Alors qu'on ne sait pas si les grands-parents ont été victimes de cette maladie. De côté maternel, de côté, on peut ne pas trouver même, parce qu'on peut être asthmatique sans jamais faire de crise. Les mamans n'aiment pas qu'on parle qu'on dise que leur enfant est asthmatique. Et pourtant. Et donc, on traîne des thèmes encore de bronchite asthmatiforme, un peu bon. C'est psychologique.
L'asthme, c'est l'asthme. Il faut en faire le diagnostic et expliquer à la maman pour qu'elle elle s'arme psychologiquement pour assister cet enfant qui doit grandir sainement avec autant d'oxygène dont le cerveau a besoin pour qu'il soit performant en classe, parce que le cerveau ne se renouvelle pas, les cellules ne se renouvellent pas. Le cerveau consomme surtout le sucre. Quand ça vient à manquer, les cellules meurent et l'oxygène. Et pour la conclusion, toujours, docteur, il faut préciser que quand on est asthmatique, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de faire le sport. Au contraire, on doit faire beaucoup de sport, la natation peut-être. Oui, il y a une petite population d'asthmatiques qui font l'asthme au sport, l'asthme à l'exercice physique. Il faut en faire le diagnostic. Et ça, c'est parlant. Dès que l'enfant arrive, la maman vous explique. Dès qu'il fait, il est bon. Donc, on lui fait l'éviction des sports de compétition. Voilà. Mais l'asthmatique doit faire le sport comme tout insuffisant respiratoire chronique. C'est une maladie chronique. Donc, il faut apprendre à respirer. D'abord, nous tous, et les asthmatiques en particulier, avant de dormir, ou bien au petit matin, après s'être brossé, il faut tousser. Pour dégager le caïrophore aérodigestif, où remontent toutes les impuretés qui vont remonter la nuit par le tapis mucociliaire et puis dégager ou bien avaler. Les enfants avalent, les femmes avalent. Pas forcément les femmes. Ils ne savent pas cracher. Pas forcément. Mais c'est vrai que souvent, quand on est en train de se brosser les dents, on a envie de tousser. De tousser, il faut le faire. C'est un exercice qu'il faut faire. En dehors de ça, il y a certains sports qui sont conseillés à l'asthmatique, comme le volleyball, le basketball, le cyclisme, la natation. Ça développe la compliance respiratoire et ça permet de capter beaucoup d'oxygène. Et de rendre plus performant le poumon et l'espérance de vie. Merci, docteur Akoto Augustin. Vous êtes médecin pneumologue, président de la Commission économique et financière du Syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parlait de comment vivre avec l'asthme et on a beaucoup appris et on va faire attention à notre environnement, on va garder les maisons propres et puis dès qu'on a un petit symptôme, on viendra vous voir pour faire un diagnostic parfait. Merci docteur et puis excellente journée à vous. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Je remercie toute l'équipe de Matin la Bonheur, RTI, oui. Et puis de Matin Bonheur, voilà, et toute la direction, pour accompagner nos asthmatiques dans l'information et dans la prise en charge permanente de leur maladie, pour les faire non pas des malades, mais des gens qui sont normaux comme tout le monde et qui peuvent vivre le plus longtemps possible. C'est cela. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci de rester fidèle au programme de la chaîne qui rassemble. À présent, recevons un invité de la direction commerciale et marketing. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont soif de logement. Monsieur Lévry Apollinaire est chef de service à la SICOGI. Bonjour, monsieur Lévry. Bonjour, Naomi. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. J'ai envie de dire que vous étiez de la maison et vous savez comment les choses se passent ici. Sans poser de questions, je vous laisse donc annoncer l'événement et puis je vous permets de dire tout ce qu'il faut. Okay, merci, c'est vraiment gentil, Naomi. Alors, je suis sur le plateau ce matin pour parler encore de logements sociaux. Parler encore du logement social, en ce sens que vous avez dû remarquer, hier, il y avait le directeur général du logement qui était sur le plateau. Exactement. Avant lui, deux autres directeurs sont passés. Pour dire que le programme des logements sociaux est une réalité. C'est une réalité, d'autant plus que le jeudi prochain, c'est-à-dire après-demain, à la SICOGI, se fait le lancement officiel avec les autorités administratives, politiques, les ministres, les hommes d'affaires, les professionnels du secteur du bâtiment seront tous présents pour ce lancement-là. Alors, je veux dire que c'est une opportunité pour chaque Ivoirien, c'est une opportunité pour les ménages de souscrire à ce projet. D'autant plus que l'État y a consenti beaucoup d'efforts. Je vous dirais par exemple que l'État, dans le cadre de ce projet, a mobilisé déjà près de 2048 hectares de terrain pour la mise en œuvre de ce projet, dont 700 hectares à titre gracieux.
les collectivités locales, les mairies, les conseils généraux ont participé, participent donc à la réalisation de ce projet, en ce sens que ces structures ont mis à la disposition de l'État des terrains. Notamment, on peut compter à peu près 5 hectares environ par région qui ont été mis à la disposition de l'État, sans compter les 15 hectares qui restent à purger. D'accord. À Abidjan, nous avons, pour cette opération, nous avons 27 sites. À Abidjan, nous avons 27 sites sur 187 hectares. Donc, les maisons qui seront construites à Abidjan, sur 27 sites et sur 187 hectares. Voilà brièvement ce que je peux dire. Maintenant, si vous avez... Oui. Bien sûr, les questions. En fait, là, il fallait vous laisser présenter le sujet. Merci. Maintenant que nous savons de quoi il s'agit, permettez-moi de vous poser plusieurs questions au nom des téléspectateurs. Vous le rappeliez tout à l'heure, hier, on avait eu la visite du directeur pour parler de cette bonne nouvelle, mais beaucoup de questions se posent. Oui, beaucoup de questions. Quelle sorte de logement on a droit? Est-ce que ce sont de petites maisons, de petites chambres, de petits salons, ou bien ce sera spacieux? Bon, je peux vous dire, sans entrer dans les détails, je peux vous dire que ce sera des maisons confortables, à prix bas. C'est ce qui fait penser aux gens que, ils doutent un peu. Non, ce sera des maisons confortables. D'autant plus que les dispositions ont été prises, les dispositions ont été prises, et que c'est vrai que ces maisons sont moins chères, mais moins chères avec cette opération ne veut pas dire que c'est du n'importe quoi. D'accord, Voilà. parce que beaucoup de téléspectateurs s'inquiétaient. Par la suite, il se trouve que pour des personnes qui ont un salaire en dessous ou égal à 400 000 francs, ont droit à une certaine catégorie de logement. Aujourd'hui, nous savons que c'est pas évident. On a une grande famille, on est en Afrique, donc on peut même avoir 1 million à la fin du mois et ça coince. Et comment on fait? Est-ce qu'il faut forcément prendre une maison par rapport à notre salaire? Je peux avoir 1 million et puis vouloir souscrire aux maisons auxquelles ont droit les personnes qui ont un salaire équivalent à 400 000 ou moins. Malheureusement, ce n'est pas pour le moment à l'ordre du jour. Aïe. Les conditionnalités sont claires. Il faut avoir un revenu qui ne dépasse pas 400 000 francs. Obligatoirement. Voilà. Obligatoirement. Et vous nous donnez l'assurance qu'il n'y aura pas après de petites manœuvres pour... Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Je comprends. C'est pas moi. Oui, je suis le porte-parole des Oui. téléspectateurs et notre site hier a craqué lorsque le directeur est passé avec ces informations. Ah oui, vous dites que les personnes qui ont 400 000 ou moins de 400 000, est-ce que ceux qui ont les moyens vont pas prendre ces maisons-là et puis vers la fin les mettre en location? Alors, dites-nous, rassurez-nous. Oui, je vais vous rassurer. Les gens ne passeront pas entre les mailles. C'est vrai, peut-être qu'il y a des gens qui sont très futés. Ça peut arriver, mais je veux dire, dans l'opération, les dispositions ont été prises. Alors, je vous dis par exemple que, d'abord, on ne permettra pas que les gens avalisent plus de 5 personnes. Je crois entre 3 et 5 personnes, mais ça sera défini très prochainement. Donc, ça veut dire que les gens ne peuvent pas venir acheter 10, 15, 20 maisons et les revendre après. Voilà. La chose qui est importante, c'est que même si la personne vient avaliser quelqu'un, que ce soit un parent, un enfant, son fils ou sa fille, la maison est au nom de l'acquéreur. Pas au nom de celui qui avalise, mais au nom de l'acquéreur. Et il ne peut céder cette maison pas avant 5 ans. Mais entre nous, vous convenez avec moi que quelqu'un vient vous voir, bon écoutez, je vais acheter une maison à votre nom, moi je ne mets pas mon nom, et vous vivez dans la maison pendant 5 ans, avec vos enfants, votre femme, et puis 5 ans après, le monsieur vient se pointer devant vous pour vous dire, redonnez-moi ma maison, c'est à moi, il va se poser un problème juridique. C'est ça. Parce qu'il est clair qu'il a été dit, il n'est pas question que celui qui a un revenu supérieur à 400 000 francs ait droit à cette maison. Alors, si demain vous venez, moi, je suis dans la maison, je vous dis, c'est ma maison. Comment est-ce que l'autre va prouver que c'est sa maison? Vous allez en justice, mais peut-être que si vous avez beaucoup de chance, on va vous relâcher, sinon c'est vous qu'on va mettre au trou. Parce que vous aurez triché. Donc, je pense que les gens soient rassurés, que les dispositions sont prises. Maintenant, dire aussi que est-ce que si je vais faire ma présouscription,
est-ce que d'autres personnes qui connaissent X ou Y ne peuvent pas venir? Non, d'autant plus que la demande n'est pas limitée. OK? La demande n'est pas limitée. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de 60 000 logements en 3 ans, disons, 2 ans et demi d'ici 2015. Mais si, au cours de la présouscription, on enregistre une demande plus forte, hein, je dis n'importe quoi, de 100 000 demandeurs potentiels, ça veut dire que la SICOJ, avec, comment dirais-je, le ministère, s'organiseront pour que ces gens-là aient leur maison dans les délais. Ça veut dire aussi simplement que... Bon, je voudrais dire quelque chose qui est très important. Allons-y. C'est que l'opération a été concédée à la SICOJ, certes. Mais la SICOJ ne sera pas la seule maison de promotion immobilière qui va mener à terme ce projet. Exactement. La SICOJ sera, même avec ses concurrents. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 300 opérateurs immobiliers qui ont retiré ce qu'on appelle une fiche comment on appelle ça? Une fiche pour participer à un appel d'offres pour construire les maisons sociales et économiques. D'accord. Ok, donc c'est pour vous dire que la SICOJ ne sera pas seule. Dans tous les cas, en 50 ans, la SICOJ a construit 50 000 logements. Ce n'est pas en 2 ans et demi, en 3 ans qu'elle construira 60 000 logements. Donc ça veut dire qu'elle ira avec d'autres opérateurs immobiliers nationaux et internationaux. Je reviens sur les formes de maisons auxquelles on va avoir droit. Est-ce que ça va être les maisons dans le temps, hein, avec la SICOJ, on avait cours avant, cours arrière, ou bien ça va changer? Bon, ça, sincèrement, je ne peux rien vous dire pour le moment, parce que lorsque vous aurez été, la personne aura fait sa présouscription, elle sera, on va la rattacher à un opérateur immobilier qui va ensuite présenter ses maquettes, qui va ensuite discuter du contrat avec l'acquéreur. Donc, nous n'avons pas de plan là en ce moment. Voilà. Ce que nous devons faire maintenant, c'est la mise en œuvre de l'opération de pré-souscription ou de pré-commercialisation. D'accord. Amis téléspectateurs, vous comprenez donc que c'est le moment de pouvoir faire les pré-souscriptions. Les maisons ne sont pas encore disponibles, mais c'est une occasion pour la SICOJ de faire le lancement des logements sociaux. Et si vous êtes intéressé, vous êtes invité à composer le 20 30 55 60, le 20 30 55 61 ou encore le 20 30 55 63. Lancement ce jeudi 28 mars. Où exactement? Au siège de la SICOJ, à l'immeuble Mirador à Diamé. D'accord. Et à partir de ce 28 mars, on peut vous retrouver pour les pré-souscriptions? À partir de ce 28 mars, les pré-souscriptions commencent à la SICOJ. À partir du 29, des jeunes gens, des équipes qui seront déployées dans toutes les communes d'Abidjan et à partir du 5 avril dans toutes les communes des 107 départements de Côte d'Ivoire. Je rappelle les numéros de téléphone 20 30 55 60, 20 30 55 61 ou encore 20 30 55 63. Quelque chose à ajouter avant de nous dire au revoir, Monsieur Lévry? Je voudrais dire simplement que tous les ménages qui sont intéressés par les logements sociaux, c'est l'unique opportunité qui leur est offerte pour avoir leur maison à bas prix. Parce que l'État y a déjà consenti beaucoup d'efforts. Il faudrait qu'il profite de cette opportunité. Rappelons que pour ces types de logements et surtout pour les personnes qui ont un salaire équivalent à 400 000 francs ou moins, seuls les Ivoiriens sont concernés. Seuls les Ivoiriens sont concernés. Et pour les logements un peu plus chers, on va dire au standing, tous les habitants, standing, tout le monde est concerné. Voilà, tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Les non-ivoiriens qui résident en Côte d'Ivoire. 20 30 55 60, 20 30 55 61, 20 30 55 63. Monsieur Lévry Apollinaire, chef de service à la SICOJ, était donc sur notre plateau pour le lancement des logements sociaux et ce sera ce jeudi 28 mars à la SICOJ. Tout à fait. Merci à vous. Merci, et bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci. Merci. Monsieur Akanza Joseph, bonjour. Bonjour, madame. Avec vous, on parle de l'UGTCI. Tout à fait. Définition UGTCI. Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Et je pense qu'on parle du cinquantenaire de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Tout à fait.
allons-y donc pour ce programme. Il s'agit donc de cette organisation syndicale, qui est une centrale, qui regroupe en son sein près de 200 syndicats de base et d'entreprise, qui est née depuis les années 1962 et qui donc depuis l'an 2012 a obtenu 50 ans. D'accord. Et ceux qui dirigent donc cette institution ont pensé que, comme dans la vie de toute institution et de tout homme, un quart de siècle, c'est bon de s'arrêter, de faire son bilan, d'envisager l'avenir, en tenant bien sûr compte de tout ce qu'on a vécu pendant 50 ans. 50 ans, c'est important. Mais pourquoi vous n'avez pas organisé cet événement l'année dernière, dans la mesure où c'est en 2012 que vous avez eu 50 ans, et vous attendez 2013 pour le faire? C'est des impondérants de la vie. Hein. Il y a des situations, et l'UGTCI a vécu ça, elle a fait sa première crise d'adolescence, je peux le dire ainsi. Donc, au-delà de cette crise d'adolescence, nous avons donc arrêté un programme, et nous nous sommes dit qu'il fallait quand même marquer 50 ans. 50 ans de participation à la construction d'une république, la République de Côte d'Ivoire, 50 ans d'idéologie syndicale à partager avec ceux qui naissent maintenant, mais 50 ans aussi de bonheur, 50 ans de peine, 50 ans de beaucoup de choses. C'est de tout cela que nous allons parler durant une semaine à partager avec vous. Donc ce matin, nous allons partager cette joie avec vous. La joie d'avoir vécu 50 ans, la joie d'avoir défendu les intérêts moraux, matériels de milliers de travailleurs qui, n'est-ce pas, ont servi la Côte d'Ivoire sous la bannière d'une organisation syndicale, sous la bannière de l'UGTCI, qui est la vieille, la plus grande centrale syndicale de notre pays. D'accord. Et nous pensons qu'avec vous, nous avons déjà tissé un bon partenariat. C'est ça. Et nous serons donc bien accompagnés dans cette fête. Et pour cette fête, vous donnez rendez-vous, bien sûr, à tout le monde ce jeudi 28 mars. Hein? Jeudi 28 mars de l'an 2013, donc, c'est la journée inaugurale de notre cinquantenaire. Et nous nous faisons accompagner par des figures de proue qui ont démontré dans ce pays que le travailleur, il était important. Le travail, c'était le facteur le plus déterminant dans le développement d'un pays. Et donc, qui ont accepté de parrainer, de présider avec votre permission. Donc, on peut dire leur nom? Bien sûr. Toute cette cérémonie est donc placée sous le patronage de M. Marcel Zadikessi, qui n'est pas à présenter, mais qui est donc le président du Conseil économique et social et qui a démontré par A plus B, comme on le dit de façon générale, l'importance d'une entreprise et l'importance du travail au sein de l'entreprise. C'est ce monsieur-là, donc, cette autorité-là, pardon, qui viendra donc présider, patronner cette cérémonie. Et au cours de l'ouverture, nous aurons droit donc à une conférence qu'il nous prononcera. Mais en dessous, il y a le parrain de cette cérémonie, qui est le ministre Lambert Amontano. D'accord. Qui a été ministre de l'Éducation nationale et le premier secrétaire général de l'UGTCI dans les années 1962. C'est donc celui-là qui sera le parrain de cette importante cérémonie commémorative des 50 ans de l'UGTCI. Et nous avons donc eu un jeune dirigeant d'entreprise, c'est le président d'une fédération d'entreprises, M. Fatiga, Issouf Fatiga, qui donc assurera la présidence de cette cérémonie. Donc avec ces trois personnalités qui vont nous accompagner donc dans cet événement, nous allons dérouler un programme qui à tout le moins satisfasse toutes les personnes qui sont nos invités et nos invités. Et donc le jeudi 28. D'accord. Et ça sera à la Bourse du Travail? À la Bourse du Travail de Treichville. Non loin, bien sûr, de la SODECI, ce n'est pas de la publicité, du palais, de la culture. Non loin du palais, c'est mieux. Voilà. C'est mieux, d'accord. Voilà. Non loin du palais de la culture. De la culture, à Treichville. Et donc, le matin à 9h, nous ferons donc la mise en place, nous recevrons tous nos invités. C'est ça. Et puis, à partir de 10h, nous aurons donc la litanie des discours. Mais la partie la plus importante, c'est les conférences, ce sont les conférences inaugurales. La première sera prononcée donc par le premier secrétaire de l'UGTCI, M. Amontano Lambert, qui nous parlera du syndicalisme ivoirien et la création de l'UGTCI. La création de l'UGTCI parce que c'est important de savoir comment l'UGTCI est créé,
comment il a démarré jusqu'à ce qu'il ait un siège aussi important et qu'il regroupe aujourd'hui près de 204 syndicats de base. C'est important. La deuxième conférence donc, sera animée par M. Marcel Zadi Kessi, qui nous parlera du syndicalisme de développement. Tout le monde sait quelle est l'importance du développement en entreprise. On nous apprend déjà au niveau des petites associations que nous avons dans les entreprises, et aujourd'hui, c'est les mutualités sociales qui prennent le pas. Mais comment M. Marcel Zadi Kessi a développé ce mouvement de développement donc, en entreprise, il va nous le décrire. Donc il est important que nous, jeunes travailleurs, qui ne savons pas faire de l'économie, ce que nous appelons généralement de l'épargne, mettre un peu de côté pour ces vieux jours, c'est M. Marcel Zadi Kessi qui a le secret. Il faut venir l'apprendre. Vous, peut-être que vous en avez un peu de côté, mais si vous l'avez pas, pas si assez. Pas assez. Non, on viendra là-bas pour apprendre encore. On n'en a jamais assez. Donc avec ce monsieur, il faut venir apprendre. Il faut venir apprendre. Donc la technique de l'épargne, nous l'appelons dans notre jargon, la technique de l'épargne, elle est importante. Parce que vous le disiez tout à l'heure avec votre interlocuteur, il faut avoir un toit. Et pour avoir un toit, ce n'est pas ce qu'il revient dans l'enveloppe à la fin du mois, qui est le net, qui peut nous acheter un logement. Merci. Il faut avoir donc la méthode, la technique, de mettre un peu de côté pour les vieux jours. D'accord. Voilà. Et pour le cinquantenaire de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UGTCI, donc vous donnez rendez-vous ce 28 mars à la Bourse du Travail. Qui vous attendez? Membre forcément de l'UGTCI, où tout le monde peut venir assister à votre rencontre? Alors, c'est les travailleurs affiliés de par leur organisation syndicale à l'UGTCI qui invitent. C'est les 250 syndicats affiliés avec le membre qui invitent la population ivoirienne, dont toute la télévision. Tous les Ivoiriens. C'est gratuit? Elle est gratuite. Voilà. Elle est gratuite. Faut préciser. La partie là, elle est gratuite. Voilà. Il y a des parties qui sont payantes, mais celle-là, elle est gratuite. Arrivons donc aux parties qui sont payantes. Les parties qui sont payantes. C'est donc le 1er avril, le jour de Pâques, le lundi de Pâques. Voilà. On a fini... après une semaine de rencontres, d'entretiens, de conférences. De grâce. Exactement. Et donc, on viendra lundi donc après-midi à la Bourse du Travail pour rire un peu. Ah oui, il faut rire un peu. C'est vrai qu'on a besoin de détente, hein. Le stress au travail, tout ça. À la maison, quelquefois. Vous nous en faites un peu, hein, mais enfin, on s'en accommode. Est-ce que mes invités, on se met avec les femmes? On s'en accommode. On vous mais aime vous bien. aussi, vous aussi, vous nous en faites aussi. Oh, nous, un peu moins quand même. Un peu moins quand même. Donc, pour détendre l'atmosphère, pour chasser le stress, les humoristiques de renom viendront nous amuser. Vous avez des noms ou pas? Oh, Ramatoulaye. Ok. Tuken Pat. Ok. Joël. Waouh. Je vais dire Jimmy Danger. Oh là là. Ça promet. Ça promet. Oui. Et puis il y en a un autre qu'on ne connaît pas qui s'appelle Papa Jo. Mais qu'on va venir découvrir. D'accord. Il se fait dans le sillage des costauds, mais il apporte un peu. Et donc, avec ces 5 personnes du monde de l'art, on viendra rire, on viendra s'amuser. Et puis, avec une petite partie musicale assurée par les Aboutouros. Waouh, Aboutouros, c'est en live aussi? Oui, en live. Ouh là là. Alors, celui qui a raté ça... Non, là, vous avez réussi votre pari. Voilà. Je vous assure, Aboutouros en live, du bonbon, que du bonheur. Tous les Baoulés qui sont partis à Paquinou, je leur prie, je leur demande pardon de revenir le dimanche soir et se reposer. Et puis lundi, on se retrouve à la Bourse du Travail pour s'amuser. Comme dirait ma collaboratrice Kofi Alébé Charlotte, ben vraiment les Baoulés ont gâté leur nom avec cette affaire de Pâques. Non, ils ont bien fait. Quand on dit Pâques Baoulé, ça tombe malade. Non, il y a ma maman qui se porte pas bien, il y a mon papa qui est décédé, tout ça pour fuir les bureaux. Vous connaissez l'histoire donc des servantes? Ah oui. Tous les Pâques. Elles ont 4 grandes-mères et perdu une grand-mère au moins. Bref, donc on finira donc avec la journée du lundi. C'est ça. Et puis ensuite, on va se retrouver le 4 mars. Non, mais on ne va pas finir la journée de lundi comme ça. On paye combien pour vous retrouver? Pour nous retrouver. Quelle est la somme qu'il faut débourser? C'est 3 000 francs. Ah, c'est bon, c'est 3 000 francs. Parce que juste à côté, quand on se retrouve dans les mêmes conditions, salle climatisée, conditions et tout ça, vous savez ce qu'on paye là-bas. Ah bon, d'accord, mais les travailleurs, ça pourrait être gratuit. Mais on va aller rapidement pour conclure. Dites-nous, après le 4 avril, qu'est-ce qui se passe? Non, après le 1er avril. Après le 4 avril, qu'est-ce qui se passe? Nous allons honorer les icônes du monde syndical. C'est ça. Donc ils vont recevoir de la République de Côte d'Ivoire des distinctions qu'on appelle généralement des décorations dans l'ordre national.
Donc il y a certains de nos camarades qui ont été retenus de par leur fonction syndicale, de par leur activité syndicale, qui seront donc honorés par la grande chancellerie ivoirienne. Et ça, ce sera donc le 4 mars de l'an... toujours à la Bourse du Travail. Toujours à la Bourse du Travail. D'accord. Et puis, on sort un peu de la Bourse du Travail le 6 avril, cette fois-ci, pour aller danser, pour aller s'amuser autrement. C'est le dîner gala. D'accord. Le dîner gala encore qui est ouvert à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Mais il faut faire un peu de frais. On ne dira pas tout aujourd'hui parce que nous sommes sûrs que vous reviendrez sur notre plateau pour insister sur cet événement. Avant de vous dire au revoir, donnez-nous les numéros de téléphone pour vous contacter pour d'amples informations. Alors, avant de donc, vous donner le téléphone, je relance l'invitation pour dire le camarade Joseph Ebayen Léon, qui est le secrétaire général de l'UGTCI depuis septembre de l'an 2012, invite l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire, des 3 centrales syndicales, et principalement de l'UGTCI, à venir commémorer avec lui ce 50 ans. Pour nous joindre, donc, c'est le 210 00 450. Super. C'est donc le numéro de la permanence du cinquantenaire. Le 07 89 08 69, qui est le numéro du coordonnateur de cette cérémonie. Et ensuite le 21 24 08 83, qui est le numéro du siège de l'UGTCI, où vous pouvez nous joindre à tout moment. Je profite pour vous faire cette invitation. Elle sort un peu de l'ordinaire, mais c'est donc l'invitation que nous offrons à la télévision ivoirienne. Cérémonie, mais c'est bien présenté. Hein. Bon, enfin, on essaie quelquefois de faire de bonnes choses. Petite carte comme ça. Voilà, petite carte pour ne pas vous encombrer. Avec ça, j'ai accès à tout. À tout. D'accord. À tout. Merci beaucoup. Vous êtes mon invité principal. Ah mais attendez, je vais me faire plaisir, hein. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Akanza Joseph était là pour nous parler du cinquantenaire de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire. Et c'est ce jeudi, à partir de ce jeudi 28 mars, à la Bourse du Travail. Et vous avez rendez-vous à partir de 9h. Merci à vous et bonne journée. En parlant d'honorer les bons travailleurs de Côte d'Ivoire, je veux passer la parole maintenant à Adam T qui veut honorer des personnalités à travers Mécène d'or. Adam T, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, merci. Ok, aujourd'hui on parle de Mécène d'or, ces 2 jours-là. Il faut souligner que c'est un événement Artcom qui va se dérouler au cours d'un gala à la salle God Amétis, au Crystal Night Club, plutôt au Crystal, la zone 3. C'est pour ce samedi 30 mars 2013 à partir de 20h. C'est une cérémonie de récompense au cours de laquelle nous allons honorer, nous allons remercier certaines personnes, nous allons célébrer des valeurs de générosité, de bonté et d'humanisme à travers des hommes, des femmes et des institutions. En fait, c'est dit quoi? C'est dit que ces personnes-là, ou bien ces institutions, incarnent ces valeurs-là. Ils font dans le social et ils posent des actes de bienfaisance à l'endroit de leurs concitoyens, à l'endroit de leurs semblables. Aussi, ils posent des actions de développement dans leurs différentes régions. Et en 2006, la première édition s'est déroulée avec un franc succès. Et au cours de cette cérémonie, la première édition des Mécènes d'or, Monsieur, Son Excellence, je préfère le dire ainsi, Aubrey Hooks a été honoré comme Mécène d'or meilleur ambassadeur. Il y a M. Ahmed Bakayoko, qui est ministre de l'Intérieur, ministre d'État de l'Intérieur, qui a été honoré aussi à cette occasion. Il y a eu Aladji Adewale, ministre de l'Intégration africaine, et plutôt Mécène d'or de l'intégration africaine. Il faut le souligner ici. Il y a eu plein d'autres, en fait. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que pendant cette cérémonie, nous allons avoir un concert live avec Zieti Family. Il y aura aussi d'autres artistes. Je ne pourrais pas tous les citer. Mais pêle-mêle, je peux dire Maman Belle. Il y aura aussi Bako, qui est un nouvel artiste. Il y aura Tinami, Prince Abbas, Adam C. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, cette année, toutes les régions de Côte d'Ivoire seront visitées. Sont concernées. Sont concernées, voilà. Et où vous donnez rendez-vous? C'est à l'espace Cristal, en zone 3. Du côté de, non, on voit. De la zone 3. Voilà, Okay. Espace Cristal. Cristal en zone 3. D'accord. Et ce sera quand exactement? Le samedi prochain, à partir de 20h. À partir de 20h, nous invitons tout le monde. En fait, il y aura des cartons d'invitation. Mais nous disons déjà que les nominés sont les premiers concernés. Les nominés sont les premiers concernés. Il faudrait qu'ils soient présents. Il faudrait que leur état-major nous appelle pour que nous puissions travailler en synergie, pour que la soirée, le spectacle dîner-gala soit vraiment
une réussite. Donc nous demandons à toutes ces personnes-là de nous contacter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien sûr, de nous contacter, de venir, de nous appeler, qu'on se voie ces temps-ci pour mieux organiser cette cérémonie. Ça. Et je vous l'ai dit, hein, c'est une cérémonie que nous allons célébrer des valeurs. Des valeurs de bonté, de générosité, d'humanisme. Comme on le dit, le bien, c'est le souci de l'autre. S'il n'y a pas de souci de l'autre, il n'y a pas d'humanisme. Donc comprenez que ces personnes-là ont besoin d'être honorées. Ont le droit d'être honorées. Parce que leur devoir aussi, c'est de faire du bien à autrui. D'accord. Voilà. Et quels sont les numéros de téléphone qu'on peut composer? Les différents numéros que vous pouvez appeler, c'est le 08 59 86 60, le 01 10 25 09, le 04 20 23 03. Il faut souligner, avant de vous quitter, que la RTI est partenaire de l'événement. Donc, je tiens à le souligner, la RTI va couvrir l'événement et l'événement sera rediffusé sur les antennes de la RTI, première chaîne. D'accord. Merci beaucoup, Adamté, mécène d'or. Ouais. Et vous devez appeler le 08 59 86 60 ou le 01 10 25 09. Merci beaucoup, madame. Merci et bonne journée. Toujours concernant les rendez-vous auxquels vous avez droit, RTI 1 vous invite pour la 2e édition de Chantons Pâques. Koné Fontali, Emmanuel Boifo, Ansem Semi, Boniface, Guy Christ, Israël, Grâce Lucie, Lily Goïlou, Victoire Kwasi, Germain Kuiper, Shekina, Nestor David, Anomira, Béatrice Newpalé. Et bien sûr, quand vous entendez ces noms, vous comprenez que ce sont les meilleurs de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, qui vous invite aussi ce vendredi 29 mars à partir de 20h, sinon 19h mise en place, 20h le concert va commencer et vous aurez la possibilité de recevoir la grâce de l'Éternel. Et pour vous dire que c'est une chose sérieuse, ce plateau est bien sûr ouvert pour des femmes, rien que des femmes sur ce plateau, pour vous dire que l'événement, c'est un événement pur et simplement sérieux où vous aurez la grâce et la bénédiction de Dieu. Je pense que j'ai bien dit les choses. Mesdames, bonjour. À vous d'inviter votre public. Victoire Kwasi à ma droite, Lily Goïlou à ma gauche. C'est gratuitement oui, c'est ça. Vous avez été vendu et vous serez libérés par Jésus sans payer un sou. Alors, gratuitement, on a reçu la bénédiction de l'Éternel, mais comme on n'a pas la salle à Noumombo gratuitement, comme il faut aussi payer le transport pour les artistes, donc ticket 5 000. C'est ça. Seulement. Seulement 5 000, c'est pas trop. C'est pas trop pour recevoir la grâce de Dieu. Quand on imagine, quand on sait que tu te lèves le matin, et puis, pendant que d'autres sont couchés, exactement. 5 000, c'est peu. Ça pouvait être plus, mais quand même pour qu'un grand nombre puisse être là, bon, je pense que la RTI a décidé de faire à 5 000 afin que la bénédiction soit, comme on dit dans le langage de tous les jours, sur tout le monde. C'est ça. Que la bénédiction soit versée pour tout le monde. Recevez. Voilà. C'est ça. Alors, oui. Victoire Kwasi. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est vrai que c'est un concert, mais il faudrait que ceux qui viennent à ce concert viennent avec un objectif. C'est vrai. Qu'ils viennent avec un désir en eux. Et en payant le ticket, je voudrais que vraiment tu dises au Seigneur que, Dieu, ou bien Seigneur Jésus, voilà que vraiment je n'enfonce pas. Alors, je suis en train de payer mon ticket de 5 000 francs pour aller à ce spectacle. Il faudra qu'au sortir de ce spectacle-là, tu fasses un miracle pour que je puisse enfanter. Il faudrait qu'il y ait des témoignages au sortir du concert de Chantons Pâques, afin que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Puisque c'est la résurrection du Christ qu'on va vénérer. Voilà. Donc, il faudrait que cette résurrection-là se répercute dans la vie de tous ceux qui viendront à ce concert. Merci de le préciser, Victoire Kwasi, parce que les chantres en ce moment sont en jeûne et prière pour cet événement. Et si vous avez besoin de la grâce de Dieu, venez en esprit de prière, en esprit d'humilité et demandez la grâce parfaite de Dieu dans votre vie. 2e édition de Chantons Pâques, les tickets sont à 5 000 francs seulement. Je le disais hier, il n'en reste pas beaucoup. Dépêchez-vous parce que l'événement, c'est ce vendredi au Palais de la Culture. Les tickets sont donc disponibles ici
même à la maison de la télévision à Cocody, à la direction commerciale et marketing de la RTI au Vallon, à Radio Côte d'Ivoire et au Palais de la Culture de Trècheville. Mesdames, pour vous dire au revoir, on a commencé avec un petit son de Lily Goïlou, on termine avec un son de Victoire Kwasi. Depuis longtemps, tu vis la stérilité. Pour cela, tu as perdu ton foyer. Tes beaux-parents t'ont même traité de sorcière. Tu te lamentes, tu es méprisé. La Bible dit que chaque chose en son temps. C'est ça. La Bible déclare que chaque chose en son temps. Le temps est arrivé pour toi d'enfanter. Amen. Le temps est arrivé pour toi d'être mère. On va pas tout donner ici. Amen. Le temps est arrivé de prendre votre ticket à 5 000 francs afin de recevoir